umwami agirwa n'abagabo d'abord l'étymologie de uwundi, la façon dont je l'ai présenté, je ne suis pas sûr que à l'origine c'était ça, parce que c'est un mot, c'est un mot d'origine proto-bantou. Ndi, proto-bantou, en proto-bantou signifie autre. Mais les Barundi, tels qu'ils parlent leur langue, ils ont associé cela, j'ai entendu deux témoignages, associé Uwundi comme étant une forme relative du verbe être. Ndi, je suis. Alors, Uwundi, c'est comme celui qui est moi, et comme on dirait Uwumbona, Uwunkunda, celui qui m'aime, celui qui me voit, celui qui est moi, Uwundi. C'est pourquoi je dis que c'est un peu, on peut considérer cela comme un peu forcé. Et cependant, ce sentiment est légitime quand on regarde la façon de penser de Barundi à travers les autres expressions. Katuli Sanze, c'est comme si celui qui vient et celui qui est sur place constituent une et même personne. L'expression signifie que l'être humain ne peut pas exister seul sans l'autre. C'est impossible. La vie serait impossible. Sans l'autre, je ne suis rien. Sans l'autre, je ne peux même pas survivre. Alors, bon, du coup, je réponds au professeur Lothar Nyonguru face à cette question. Et je passe à l'expression Umwami agirwa n'abagabo. Donc, Umwami, le roi, abagabo, les notables, le conseil des notables. Le roi ne peut pas être roi s'il n'y a pas le conseil des notables. Il ne peut pas exercer sa fonction de roi s'il n'y avait pas le conseil des notables. La notion même de roi, c'est régner sur une communauté, un pays, une société, et il doit avoir un conseil. Quant à la question que vous n'avez pas voulu aborder, l'opposition ou la soi-disant opposition de la Gabo et de la Shinganari, qui est une fausse question. Moi je dis toujours à la Gabo, à la Shinganari, c'est deux points de vue différents de parler d'une même réalité. Je ne vais pas approfondir la question. Et sinon, ces expressions montrent, soulignent précisément l'unité fondamentale ici et c'est l'unité sociale. Et l'unité humaine, l'homme et ses semblables. Et donc l'unité est une vertu fondamentale pour pouvoir vivre en société. Bon, la question posée par la deuxième question, c'est rédacteur, je pense, oui, qui posait la question en rapport avec la genèse des crises qui ont marqué la société burundaise.
alors que les Barundi avaient des valeurs fondamentales qui caractérisaient leur société, l'unité, la vérité et l'Ubuntu que nous avons développé ici. Que dire des antivaleurs, mensonges, haine, vengeance? Eh bien, les valeurs ont toujours des antivaleurs. Et la société est toujours en perpétuel questionnement et en perpétuelle construction. Et on essaie de mettre les valeurs en avant et pour contrecarrer les antivaleurs. Mais quand il y a des forces en présence qui minimisent les valeurs fondamentales et que les antivaleurs dominent, alors la société elle-même est détruite. Ce qui montre que, en réalité, les crises, l'origine des crises, la jeunesse des crises et leur développement résultent de cet oubli ou de cette négligence de ces valeurs fondamentales. L'oubli, je dirais, de cette philosophie fondamentale que tout est un et sacré. Quand tout est un et sacré, ça va vers la préservation de la vie. Il était, figurez-vous, interdit de tuer un lézard, ou le crapaud, umwana bamubwira ati ntiwice igikere ntiwice umuserebanya nuko azocika amabere. Et les gens actuels qui pensent selon la logique cartésienne que cela est impossible, alors que les Barundi pensaient par image, nuko azocika amabere signifie que l'enfant qui a tué le lézard ou le crapaud va mourir lui-même. Parce que quand un enfant meurt, on dit il n'a pas de la mère qui crie de douleur, dit, quand elle a perdu son enfant, elle dit alors, c'est pour dire à cet enfant, si tu tues cet animal innocent et inoffensif, ça aura comme conséquence ta propre mort et ainsi c'est cela que ça signifie. Et ne pas avoir en conscience ces valeurs fondamentales, l'unité, le goût et la vérité, cela engendre des crises. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu avec satisfaction, mais je dis que la crise sociopolitique chez les Barundi résulte en réalité d'une crise des valeurs. Bon, quand M. Jean Bosco était assis, il a posé la question de savoir l'état de la vérité aujourd'hui, au XXIe siècle, au Burundi. Donc, ramener cette question de la vérité au Kuri, qui est fondamentalement au monde actuel. Est-ce que c'est toujours valable? C'est ainsi que je comprends la question. Ça va dans le même sens que la question posée par le aussi. Oui. La vérité. Oui. Oui. Le changement. Oui. Selon la mentalité, la pensée des Barundi, la vérité est une fondamentalement, quelles que soient les expressions qu'il exprime. La vérité est comparée à un arbre dont le tronc est et à des branches qui regardent dans toutes les directions. Ces branches, en Kirundi, s'appellent, en matière logique, dans la logique de Barundi, Ningingo. C'est ainsi que, par exemple, ici, nous participons à un même événement, Urubanza,
urubanza ni rumwe n'ijambo ry'uru rubanza ni rimwe, naho rifatwa na benshi bakavuga ibintu bitandukanye, ni ijambo rimwe, si amajambo menshi. Urubanza ni rumwe rukagira ijambo rimwe, ariko iryo jambo rikagira ingingo nyinshi. Ingingo imwe ikaraba hariya, iyindi ikaraba hariya, iyindi ikaraba hariya, ariko bikaba bihagaze ku giti kimwe cyitwa ukuri. Alors, si nous revenons aux maximes et paroles de sagesse, agashitsi ka kera kavundika umuriro, amase ya kera nk'igihe mu rutaro, eh bien, ça semble deux vérités contradictoires. Mais non, ces deux articulations, ces deux points de vue, ces deux points de vue différents d'une même vérité fondamentale, qui est valable dans tel contexte, est valable, l'un est valable dans tel contexte, l'autre est valable dans cet autre contexte. C'est comme dans la Bible, par exemple, c'est la vérité, nous appelons cela la parole de Dieu. Mais il y a des paroles contradictoires dans la Bible. Tu ne tueras point. Ça, c'est dans le Décalogue. Mais dans l'Ecclésiaste, il est écrit, il y a un temps pour tuer et un temps pour sauver. Ça semble contradictoire, mais c'est la même parole, c'est la même vérité. Donc, c'est-à-dire que chaque parole de sagesse exprime la vérité, mais qui doit être mise en contexte pourvu que l'on sauve l'essentiel, c'est l'unité et la cohésion, l'harmonie dans la communauté, dans la société. Ningingo zidasa zukuri kumwe. C'est comme ça que je dis. Et cela est valable de tout le temps. La société burundaise actuelle n'est pas différente de la société burundaise d'il y a 2 siècles. C'est la même société, seulement ils n'ont plus la même sensibilité aux mêmes questions. Et aujourd'hui, nous avons, si à l'époque ils vivaient selon un même modèle culturel, aujourd'hui nous avons plusieurs modèles. Et c'est ça qui fait qu'on a le sentiment qu'il y a plusieurs vérités. Et ainsi, par exemple, dans le domaine religieux, chaque religion, chaque confession religieuse amènera ses propres principes qui sont contradictoires les uns par rapport aux autres. Et chacun présentera son point de vue comme la vérité absolue. Et c'est comme aussi les systèmes philosophiques ou les systèmes politiques. Mais en réalité, si tu dois concourir au bien de l'homme et au salut de l'homme, quel que soit le chemin emprunté, cela devrait arriver à ce que nous pourrions appeler la vérité. Le but ultime étant le salut, sauver la vie et mettre les membres de la communauté ensemble pour un même voyage et une même destination. Ok. Je pense que j'ai terminé pour les questions qui me sont concernées personnellement. C'est là. Il resterait pour le professeur Victor la question sur la place de l'art et aussi sur les masses. Les 2 questions très libérées, on se rend compte que c'était presque des contributions. Avec la question posée par la défense, déjà il s'est rendu compte qu'il y a des masses qu'on vend chez Weke
Ces masques probablement proviennent des environs, mais comme peut-être ils se disent qu'il y a des acheteurs, notamment ceux qui vont acheter à cette alimentation de Wege, vous voyez que ce n'est pas n'importe qui. Et peut-être pour nous dire que les arts, à un certain moment, on doit les faire vivre. Les faire vivre, et ça montre quand même que les œuvres d'art circulent, elles sont produites non pas pour être gardées, mais pour être orientées ailleurs. Et il y a des masques ici chez les Barundi. Il nous a donné déjà l'exemple de ce qui est fait durant la pratique de Kubando. Ils ne le font pas de n'importe comment. Et là, c'est un jeu de masque bien sûr, mais peut-être qui est utilisé durant cette pratique pour montrer que tout art, à un certain moment, dispose d'une certaine utilité. Il y a une fonction qui est jouée par cet art. Et l'autre question, bien l'inquiétude même soulevée par Monseigneur Gabriel, où il se rend compte, comme je le disais, que le secteur de l'art est négligé, notamment ici chez nous, jusqu'à ce qu'on dise que celui qui fait de l'art, qui lui fait beaucoup gagner, pour dire que vraiment il fait une activité qui n'est pas très importante. C'est une réalité, peut-être dans l'actualité, mais pas dans le passé seulement, mais dans le passé parce que il était réservé même des périodes où cet art s'exerçait, notamment dans les soirées ou bien durant quelques événements de fête. L'art a été invité et était en action. L'art qui avait une fonction, bien sûr, de quoi, qui permettait même aux personnes de se retrouver, donc de se réconcilier. Et ce qui est étonnant, c'est que justement, à travers l'art, comme c'est la beauté qui est mise en exergue, c'est que ces activités attirent les personnes, toutes les catégories de personnes. Pourquoi? Parce que c'est beau. Et ce qui est beau attire, ce qui est beau, on vous avez vu même qu'un bon discours qui est bien libéré, on l'écoute tranquillement. On ne voudrait pas même que la personne est finie, parce qu'on ne peut pas se rendre compte que le temps est en train de courir. Et un facteur de réconciliation, bien sûr, ici chez nous, on peut prendre l'exemple de ce qu'a joué le rôle du centre jeune Kamenge. Le centre jeune Kamenge construit dans cette période-là de pleine crise, et vous voyez son emplacement aussi, à travers des coins, un coin qui n'était pas tellement fréquenté, parce que se trouvait dans des jonctions de quartiers de personnes qui se côtoyaient difficilement. Mais à cause des activités qui étaient menées dans ce centre, les jeunes se retrouvaient là, soit pour faire la lecture, soit pour jouer, soit pour faire, je ne sais pas, karaté, ainsi de suite. Et voilà, à un certain moment, ils se sont retrouvés et ils ont vu quand même qu'ils pouvaient s'en sortir et rentrer à la maison sans être pressés par l'autre. Et rare négligé actuellement avoir le fisc dans le budget de l'État. La part qui est réservée aux activités artistiques, c'est pas tellement, ça ne se voit pas. Même si on analyse peut-être, rare déjà est renvoyé dans le secteur de la culture. Et ce secteur de la culture, c'est un secteur à un certain moment qui se recherche. Si vous voyez ce quartier ici, quel espace qui a été réservé pour que les personnes se retrouvent dans ces activités. Vous verrez que pratiquement tout l'espace est occupé par des maisons. L'autre espace qui reste, c'est pour des caniveaux ou bien des routes. Point très. Mais à certains moments, les personnes vont se retrouver où? Donc l'espace en tant que lieu n'est pas réservé. L'espace en tant que temps aussi n'est pas réservé. Dans la tradition, je parlais de ces soirées. Mais pour le moment, vous voyez que déjà ce foyer pratiquement n'existe plus, parce que remplacé par des modalités actuelles, les personnes se retrouvent pour le moment au salon
Et maintenant, au salon, c'est pas pour suivre pour la télévision, chacun sera peut-être sur son téléphone et les personnes deviennent étrangères les unes à l'endroit des autres. Et rare parce que il met en évidence la beauté et les belles choses qui attirent les personnes et des personnes qui peuvent venir de plusieurs horizons, des personnes qui peuvent venir même de plusieurs générations, ce que ça permet aux personnes de se retrouver et sans doute de dialoguer. Vous voyez l'importance, par exemple, dans le discours, ou bien dans l'échange, ou bien même quand on est en train de danser dans notre tradition, nous voyons qu'on danse, mais on se parle aussi. On ne danse pas en silence, il y a un chant. C'est ça, je vous remercie. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons encore remercier. Des présentations. Pour la précédente séance, on n'avait que 2 intervenants. Ça nous a pris plus d'1 heure et demie. Le temps est vraiment très difficile à gérer, mais nous allons essayer. Si chaque intervenant prend 15 minutes, à 4, vous aurez réalisé 1 heure d'input. Vous allez essayer pour que nous puissions terminer en temps utile. Alors le premier intervenant sera le professeur Abbé Nicolas Nyabenda, qui va parler de la logique et de la théorie de l'argumentation suivant une thématique qu'il va définir dans ses propres termes. Il le fait parce que le frère Liboire Kagabo a non seulement travaillé sur la logique lors de sa thèse, mais aussi dans sa vie, il a passé passablement de temps à travailler sur la logique et l'argumentation. Le deuxième intervenant sera le professeur Sadi Kieli sur les savoirs traditionnels et le développement durable. La question était déjà plus ou moins sentie dans l'intervention précédente, mais lui va nous donner plus d'éclairage encore sur comment marier les deux pour un développement intégré et vraiment topicalisé ici chez nous. Le troisième intervenant, c'est le professeur Abbé Ntabona Adrien, qui n'a plus besoin d'être présenté et qui de nouveau va raffermir nos convictions sur les valeurs sociales, morales et religieuses. Et finalement, une question d'actualité, les défis pour la gouvernance au Burundi, quelle conjugaison faire entre la religion et l'État par son Excellence Monseigneur Joachim. Alors nous passons à la première intervention. Professeur Abbé Nicolas, à vous la parole. Bon après-midi à tout le monde. Je crois que je vais directement au but. Il m'a été donné de vous entretenir sur la logique et l'argumentation. Je dois dire qu'au premier vue de cette thématique, j'ai eu peur parce que je disais qu'est-ce que je vais dire de logique au cours des hommages. Argumentation, qu'est-ce que je vais dire? Mais en lisant les écrits du père Liboire Kagabo, j'ai constaté qu'il y a une logique de rédaction et d'argumentation qu'il utilise à partir de l'année 1988
quand il écrit sur les événements d'Ongenga Marangara, et quand il décrit notre crise de valeurs en 1992-93, donc de l'Afrique, et en 1999. Alors, je crois que Paul Kagabo est connu de tout le monde, mais de lui, nous pouvons retenir comme un ancien de ses étudiants la précision, la concision dans les exercices et les examens de logique. En témoigne son cri d'étonnement ou de déception quand un exercice nous était difficile à résoudre. Il disait « Ah Baba ». Voilà. Son départ en retraite, nous l'accueillons comme en retraite du sage pour contempler le vrai, ce qui est logique, le juste, ce qui est digne d'être vécu. Et je concentre ici ces écrits sur la logique et l'axiologie. Je me réserve d'ajouter le beau, ce qui plaît de manière universelle, et le bon, ce qui est désirable, parce qu'il a été professeur d'esthétique et art pendant plus de 30 ans à l'Université de Burundi. Sa vie intellectuelle et sacerdotale à mon égard est un événement et un phénomène. Voilà, je vais articuler mon propos autour de l'événement et phénomène. Ainsi, aux amoureux et aux amis de la logique, le Père Kagabo est un modèle d'homme réfléchi, concis, discipliné, source d'inspiration authentique, de rigueur et de la cohérence. Par sa vie, je paraphrase, il s'est fait logique pour faire la logique, pour ainsi dire, non sans nostalgie, avec beaucoup de fierté. Mon souci n'est pas celui de vous entretenir sur les techniques et les formes d'arguments. Argument par exemple, argument par analogie, argument par conséquence, argument par modèle, argument à pari, ou a fortiori, ou et contrario, etc. Je vais seulement faire des lectures logiques de certains de ces écrits, envie de montrer comment la logique et l'argumentation constituent le sel et le ferment de la vie d'un prêtre enseignant pour mériter les hommages. Alors, premier point, de la logique à la vie modale. Si l'argumentation signifie des raisonnements pour convaincre et persuader, il nous est difficile d'affirmer qu'un prêtre se passe pour un maître d'argument. Les portes et les murs de cette salle, de cette chapelle, seraient nos accusateurs. Heureusement qu'à son concept, il est uni à notre, la logique. La logique, la science des inférences est valide. Mais à ce niveau, le problème ne serait pas résolu, mais repoussé. En effet, porter le titre de maître en théologie sacrée veut dire être témoin et non être maître des arguments. Être témoin de la transmission fidèle d'un message à travers les arguments d'autorité, le Christ, et non une autorité des arguments. Dans cette optique, deux difficultés surgissent. Dans le premier cas, on serait obligé de parler de dialectique, c'est-à-dire l'usage dialogique d'inférences fondées sur les prémices, la parole de Dieu, et des raisonnements conjoncturels, le magistère et la tradition de l'Église, à travers la rhétorique, science de pratique persuasive, initiant l'éthos, c'est-à-dire l'image de soi, le logos, les modes discréditifs, le pathos, disposition affective sur lequel l'orateur joue. Dans un second cas, les écrits et les publicités de Kagabo se confondent dans le prisme de la disputation et non dans le sillage du débat contradictoire. Or, la vie d'un prêtre consiste à prêcher à la parole et l'exemple, le témoignage d'abnégation. Inversement, la logique se déploie de manière a priori, en dehors de l'expérience, et specie aeternitatis. Par ailleurs, la théologie sacrée suit une logique non formelle, mais aussi non formalisante, à travers des modes non démonstratifs
mais symbolique. La logique théologique devient alors une stratégie de persuasion de conviction à travers une suite de raisonnements, argumentations, en vue du témoignage de la présence de la vérité parmi nous. Ainsi, par sa vie, ses enseignements, ses écrits, le Père Kagawa nous a montré que la logique est pluridimensionnelle. Elle possède une dimension pragmatique qui couvre la sphère logo-théorique, inférence et raisonnement, une dimension psychologique qui couvre les croyances et les désirs, une dimension sociologique qui couvre les intérêts et positions, une dimension idéologique qui couvre les valeurs et les idéaux, tout en entretenant des lieux communs dans la personne humaine, les topoi, pour reprendre le terme d'Aristote. Donc, la logique n'est pas seulement l'art d'avoir toujours raison, comme le dirait Arthur Schopenhauer, mais la science de donner raison à la raison et à la vie. Un prêtre logicien est impossédé par la vérité. Le vrai ne se dit pas, il se vit. Et quand il se vit, il est juste. Nous pouvons dire alors, en un certain sens, ce n'est pas Kagabo qui vit, c'est la logique qui vit à lui. Entendons ici, par logique, le déploiement du logos. Bref, être prêtre, c'est faire face aux interprétations contradictoires de la parole et des actes de Dieu contre les récits désaccordés des lecteurs et des auditeurs curieux ou tendeurs de pièges. Ainsi, nous nous retrouvons embarqués dans le triangle parménidien. Selon Parménide, être et connaître, c'est une et même chose. Être, c'est la seule évidence philosophique, la seule évidence qui peut convaincre la philosophie. La logique n'est pas une servante de l'être, à moins de connaître et penser. Elle est un instrument, un organone, dirait Aristote. En qualité d'instrument de servante, elle sert en argumentant, elle s'utilise en persuadant et en convaincant. Dans ce dynamisme du connaître et du penser, la logique cherche à la fois les causes et les modalités du penser et du connaître. Devant l'être, la logique explique et justifie par des lettres, des propositions, des expressions pour penser et connaître le nécessaire, le possible et l'impossible. La question philosophique qui puisse se poser porte sur le sens et la signification de ces instruments, règles, propositions, expressions, symboles. Y a-t-il dans la vie des faits ou de propriétés modales, ou bien ceux qui sont relatifs à notre connaissance ou au langage? Y a-t-il des vérités nécessaires et quelle est leur nature? Exemple, quand je dis, je parle. Quand je parle, j'interdis. Quand je dis je parle, quand je parle, j'interdis. Mettez un trait d'union entre inter et dire. Et quand j'écris, je dessine. Et quand je dessine, je communique. Ainsi, est-ce que cela veut dire que je sais ce que je dis ou j'écris? Seulement je pense. Voilà où naissent les chemins de la logique, de la recherche de la vérité, envie de s'expliquer la réalité et de rendre la pratique facile. Alors, je m'en vais sur le mode qui est utilisé dans les écrits de Kagawa, la logique est selon la modalité. Traditionnellement, on appelle modalité toute définition, toute modification d'une proposition par une expression de nécessité, de possibilité, d'impossibilité, de contingence. Syntaxiquement, les expressions modales sont des fonctions qui, attachées à des phrases, forment des phrases, ainsi nécessairement attachées à la phrase. Je donne un exemple. Si je dis que 2 plus 2 égale 4, alors si je le fais de façon modale, je dis 2 nécessairement 2 plus 2 font 4.
mais elles diffèrent des fonctions, comme la négation, parce qu'elles ne sont pas des fonctions de vérité, au sens où la vérité ou la fausseté, dans l'énoncé modal, ne dépend pas seulement pour la négation de la vérité ou de la fausseté de l'énoncé. Je donne un exemple. Si P est faux, nécessairement P l'est aussi. De même, si P est vrai, il est possible que P l'est aussi. Mais si P est faux, il peut ou ne pas être possible que P. Je donne un exemple. Si je dis que cette bouteille contient de l'eau, c'est vrai. Mais si dès que cette bouteille ne contient pas de l'eau, c'est aussi vrai. Ça peut être vrai ou ça peut être faux. Alors, je crois que tout le monde est convaincu que cette bouteille contient de l'eau. Quand vous êtes scientifique, cette bouteille contient un mélange d'eau et d'éléments minéraux. Donc, si il faut positionner un énoncé faux, il peut être vrai, il peut être faux. Dans la langue naturelle, de nombreuses expressions, autres que celles exprimer la nécessité de possibilités de contingence, sont intentionnellement modifiées et modifient le sens des propositions déclaratives. La plupart des adverbes, rapidement, sciemment, bien, certains verbes introduisant ou non des clauses complétives, croire que, souhaiter que, pouvoir, vouloir, il est permis que, les expressions du temps verbal, il s'est trouvé que vous soyez ici, il se trouvera que, des mots, je cherche un emploi qui me permette de gagner la vie, exemple, ou dans certaines langues de l'aspect. Ainsi, la modalité renvoie à toute modification dans le sens d'une proposition par des expressions permettant d'asserter cette proposition comme nécessaire, comme possible, impossible ou contingente. Ainsi, au sens large, toute modification quelconque du sens d'une proposition par l'adjonction d'adverbes, soit de par subordination de cette proposition à certains verbes ou formes verbales, amène une nouvelle assertion. Il existe alors des modalités alétiques et des modalités non alétiques. Ici, il a été posé la question de la vérité. Alors, la vérité sur l'être, c'est que l'être, quand il se dévoile, il se voile, et quand il se voile, il se dévoile. Et ça signifie la vérité. Dire que ceci c'est de l'eau, mais scientifiquement ce n'est pas de l'eau. Parce que scientifiquement, pour avoir de l'eau, il faut être dans les conditions normales de température et de pression. À 10 exposé à 5 Pascal, à 25 degrés Celsius, pour qu'il n'y ait pas d'inférence d'autres objets. Alors que sera la vérité? La vérité scientifique sera de négliger les autres éléments. Par exemple, on peut caractériser la modification comme un phénomène en cours. La perturbation des valeurs est rendue possible par la perturbation d'identité. Ça, c'est une proposition modale alétique. Des modalités non alétiques. Et c'est ce qui est plein dans les œuvres de l'abbé Père Kagabo. Par exemple, des modalités déontiques qui renvoient à l'autorisation, à l'obligation ou à l'interdiction. Ils se traduisent par les expressions suivantes. Il est permis que, il est obligatoire que, exemple, il est obligatoire de faire la philosophie et la théologie pour être prêtre. Il est permis aux dominicains de porter la vie religieuse à la place de l'homme. Modalité épistémique concerne la certitude, le doute, la vraisemblance, croire que, savoir que, je sais que le Christ est ressuscité. Est-ce que ça a la même valeur quand je dis je crois que le Christ est ressuscité? Ou je crois au Christ ressuscité? Les modalités causales, X est causé, est cause de P. Les parents sont la cause des enfants. Les modalités appréciatives qui renvoient au bonheur, au malheur et au plaisir. Heureux celui qui a eu le Père Kagabo comme enseignant de logique. Qu'est-ce que ça veut dire pour les uns? Est-ce que les autres vont demander qui vous enseigne la logique maintenant? Est-ce que Kagabo est là?
il aura donné toute une argumentation sans rien dire. Les modalités bouliques concernent le mérite, la bassesse et l'infamie. Le vainqueur est digne d'être décoré. Kagabut est digne d'être honoré. C'est une exprime boulique, ça vient de boule, en grec signifie volonté. Toutes ces modalités donnent lieu à des logiques spécifiques. Les notions modales peuvent être rejetées aux frontières de la logique classique, la logique formelle, la logique catégorique et de la logique hypothétique, parce qu'elles sont jugées obscures. Comment les diverses conceptions de la nécessité, de la possibilité, conditionnent-elles des réponses que l'homme donne aux problèmes qu'il rencontre? Une telle question donne raison à la valeur de la pertinence, de la logique et de l'argumentation. La nécessité. Nécessité renvoie à ce qui est advenu de manière inévitable. Être nécessaire, en effet, et ce qui ne peut pas ne pas être, ou ce qui ne peut pas être autrement qu'il n'est. La nécessité apparaît donc d'abord comme une figure de l'irrationnel et semble exclure l'intervention des hommes. Alors le problème de l'argumentation et de la science, c'est qu'on cherche la nécessité. Mais la nécessité ne peut pas le présupposé de la science. Ça, je m'en fais. Je vous épargne des positions de Platon, des positions d'Aristote. Seulement, la nécessité est une modalité, même du discours scientifique, qui établit rigoureusement les causes. Il ne saurait être question d'une science du contingent. Mais faut-il encore conclure que tout dans le monde est nécessaire? Ça serait ôter de toute utilité à la délibération et toute chance à l'action de passer, de peser les événements et les phénomènes. Et cela alors l'utilité de la logique et de l'argumentation. Alors, si la nécessité nous est difficile de conclure, il faut chercher au moins un argument qui serait convaincant dans la vie pour mener la vie. Je donne alors le penser et le connaître selon la foi. Et je vais terminer par là. En philosophie, croyance renvoie à foi. Dans la logique ordinaire, le mot est pris au pluriel, on parlait plutôt de croyance. Ainsi, parler de croyance dans tel peuple ou dans tel groupe, de croyances populaires. La transition de la philosophie est indiquée par le sens fort que le mot prend au singulier, lorsqu'il se dit une sorte d'action, l'action de croire. Prise en son sens, la croyance désigne une attitude mentale d'acceptation et de sentiment. Un sentiment de persuasion, un sentiment d'être convaincu, un sentiment de conviction intime. En philosophie, la croyance renvoie à des propositions ou des énoncés qui sont tenus pour vrais. Cette persuasion de la vérité attachée à des énonciations fait problème de la croyance en philosophie. Analysons-le. Analysons le tenir pour vrai. Alors par le jeu de synonymes qui exhibe en quelque sorte les variations du sens du vocable lui-même. Dans la philosophie antique, on utilisait le mot doxa qui est traduit à la fois par opinion et par foi. Au contexte initial, une investigation philosophique est traduite par le terme doxa qui se traduit par opinion. Une première problématique sont nées à partir de l'opposition opinion-science. La vie d'un enseignant prêtre conduit la croyance opinion de la science, comme une croyance fondée et justifiée, à la croyance foi, la vie consacrée est une foi vécue. La première étape est marquée par le passage de l'opinion à l'opiné. Le verbe fait en effet apparaître une nouvelle affinité à son sens. Opiner, c'est juger. Cette acception nouvelle est mise en valeur dans le contexte des stoïciens de Descartes. La croyance s'enrichit d'une signification remarquable à l'origine de l'acceptation péjorative de l'apparence ou de l'illusion de la reproche, de l'acceptation laudative de l'affirmation, entendue comme pouvoir souverain du oui ou du non.
Ainsi rabattu sur le pôle subjectif de l'assentiment, la croyance est devenue le pilier de la philosophie anglaise, lequel nous à nouveau pacte avec le probabilisme et le scepticisme. Pour tenter de résoudre la crise de son concept, Kant discursif fermement les conditions purement objectives du tenir pour vrai, des conditions objectives du savoir véritable. Ce discernement disjonctif opéré par Kant entre croire et savoir libère l'espace pour un usage positif du concept, celui qui désigne le second synonyme principal, la foi. À vrai dire, l'usage kantien post-kantien du mot foi, pas l'usage kantien et post-kantien du mot, nous traduisons la croyance par la foi. Et nous rapportons une signification ancienne du mot, signification juive et chrétienne, que la philosophie d'origine grecque a sans cesse côtoyé. Et c'est dans son sens que nous pouvons comprendre la définition de la foi par Robert Kagabo quand il dit la foi est un devoir de faire triompher le bien. Nous lisons ça dans État de mœurs sociales au Burundi, 1990. Et veut sortir de l'espace grec d'Oxan pour passer à notre champ de gravitation, celui de l'objectivation de l'absolu par la vie consacrée. Sa mission n'est pas celle de décrire sa vocation, ni de l'expliquer, pour ne pas placer le fondamental en faux. L'enseignant de logique se comprend alors comme cet ensemble de règles contraignantes qui permettent de faire du discours de logos l'usage le plus cohérent, par là le plus efficace au service de l'homme et au service de Dieu. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Abbé Nicolas. Les dominicains parlent tout le temps, mais je ne sais pas s'ils gardent la discipline verbale et réflexive donnée dans ce que vous venez de nous donner. Mais c'est bien de nous rappeler de temps en temps d'être disciplinés dans nos paroles de façon claire. Et quelqu'un comme Liboire qui a passé sa vie dans ce genre de métier ne dit pas des choses au hasard. Merci donc. Nous passons maintenant à la contribution du professeur Sadiki Eli sur le savoir traditionnel et développement durable. Merci beaucoup de m'accorder la parole. Comme il vient de le dire, moi je m'appelle Eli Sadiki, je suis burundais de l'Université du Burundi aussi, donc enseignant à l'Université du Burundi, disciple du professeur Liboire Kagabo. Et je vais vous partager juste de ce que j'ai pu retenir des enseignements de Liboire Kagabo qui m'a fait ce que je suis. D'abord, je commence à le féliciter pour l'étape déjà franchie et pour cette journée organisée en son hommage. Donc, il est mon professeur, mais aussi il est membre du jury de ma thèse de doctorat en archéologie. Donc, il a contribué beaucoup dans ma vie. Voilà, donc mon thème concerne les savoirs traditionnels et le développement durable, c'est-à-dire en quoi peut contribuer les savoirs traditionnels par rapport au développement durable d'une façon générale, mais aussi pour notre pays qui est le Burundi. Voilà, et notre exposé est axé sur deux conventions de l'UNESCO, celle de 1972 relative au patrimoine culturel matériel et celle de 2003 relative au patrimoine culturel immatériel. Les savoirs traditionnels font partie du patrimoine culturel des sociétés et aussi ils sont valorisés par l'UNESCO. Et ce patrimoine
parties, à savoir les biens patrimoniaux matériels et ceux immatériels. Les savoirs traditionnels font partie de l'immatériel, mais si à partir de ces savoirs traditionnels et matériels, on peut arriver au matériel, c'est-à-dire de fabriquer le matériel, on doit d'abord l'immatériel au niveau, je dirais, matériel. En effet, l'homme a depuis longtemps pensé à réfléchir par rapport à sa survie. C'est dans cette perspective qu'il a inventé des techniques. D'abord, c'est de sa façon de concevoir le monde, puis dans sa manière de vivre. Avec cette technique, il a fabriqué des objets, construit des bâtiments nécessaires pour sa survie. La chose la plus importante est que, avant la fabrication de ces objets, l'homme intériorisait ses savoirs. Autrement dit, avant la pratique, l'homme détient la chaîne opératoire dans son cerveau. C'est cette chaîne opératoire qui se nomme savoir traditionnel, si vous voulez, si elle est relative aux sociétés traditionnelles. Cette chaîne opératoire est constituée de différentes étapes suivies dans la fabrication d'un objet. Cet objet a des caractéristiques parmi lesquelles nous avons des décors conçus à l'avance, mais aussi d'autres caractéristiques ajoutées intentionnellement par l'artisan. Ces décors sont incarnés par le fabricant et sont significatifs. Ils doivent être compris par ceux qui les utilisent. À côté de ces décors, nous avons des formes préconçues également. Ces formes déterminent l'activité fonctionnelle de l'objet. À côté de ces chaînes opératoires, nous avons d'autres savoirs relatifs à la manière de comprendre le monde. Tous ces savoirs sont liés à la philosophie de la société qui les conçoit. Voilà, alors maintenant, nous allons voir ce qui est relatif au savoir traditionnel, si vous voulez, au Burundi. Les savoirs traditionnels burundais sont diversifiés et ont aidé à orienter les citoyens qui les ont conçus. Comme nous l'avons signalé précédemment, ces savoirs sont immatériels et ont aidé dans la construction de l'âme du Burundi, comme l'a mentionné Muzungu. Voilà, alors ces savoirs traditionnels peuvent contribuer au développement durable, mais aussi, si vous voulez, ça a commencé à se manifester, même aujourd'hui, même si ce n'est pas très visible. Les savoirs traditionnels sont la base du développement de toute société, étant à l'origine de la construction de l'âme du Burundi. Il continue à orienter le citoyen Burundi dans toutes ses activités quotidiennes. C'est dans ce sens que tout développement qui ignore les savoirs qui orientent l'homme dans son comportement et dans ses activités n'en est pas une. Voilà. Les savoirs traditionnels sont aussi à l'origine du développement durable. Donc ici, en fait, je vais donner l'exemple des savoirs traditionnels qui nous aident, par exemple, à nous développer ici au Burundi. Je vais donner l'exemple juste de la construction des rues pavées que nous voyons ici dans la ville de Bujumbura. Comme nous le constatons, il y a l'utilisation des pierres fabriquées d'une certaine manière. Donc il s'agit en fait d'un savoir, c'est-à-dire, disons, ces pierres sont débitées sur base des savoirs traditionnels et appelés débitage
le Valois, qui date de très longtemps, disons de la période paléolithique. Ici au Burundi, on a découvert pendant la construction des petits semis de Mugera, je me rappelle bien qu'on a découvert des galets qui prouvent que le Burundi a bel et bien débité des pierres dans la période paléolithique. Et ces pierres découvertes à Mugera ont été datées de 500 000 ans BP. Donc on peut lire l'ouvrage de Moroha Emile et de 1987. Là, on peut trouver que ces galets ont été découverts. L'autre exemple est celui relatif au savoir lié aux grottes. Et ces grottes peuvent aussi être visitées par les touristes et contribuer au développement durable. Donc, les touristes en réalité n'hésitent pas les grottes. Mais, par contre, ils visitent ce qu'est une grotte. Voilà, donc on peut lire l'article que j'ai produit avec mes collègues de 2019. Voilà. Alors, pour la relation tourisme et savoir traditionnel, nous pouvons savoir que ces savoirs traditionnels des Barundi font partie des biens patrimoniaux susceptibles de contribuer au développement durable. Ceci passe par l'achat des biens fabriqués sur ces savoirs et l'apprentissage par les touristes. Alors, comment est-ce que ces savoirs peuvent attirer les touristes? C'est à travers les détenteurs de ces savoirs que nous pouvons, les savoirs traditionnels peuvent contribuer au développement durable. Si nous avons des détenteurs de mauvaise qualité, disons qui ne sont pas bons, alors les touristes ne vont pas venir et la contribution de ces savoirs au développement durable n'aurait pas lieu. Le détenteur des savoirs traditionnels est naturellement beau et bon. Il est apprécié par tout le monde parce qu'il est censé savoir. Il reçoit des visiteurs qui veulent aussi savoir et qui sont convaincus en avance de sa prestation. Les visiteurs lui sont inconnus et eux aussi ne le connaissent pas. Cependant, il rend satisfait. Le détenteur de ces savoirs traditionnels donne la morale et attire le monde. C'est un acteur important dans le sens où il attire les touristes qui contribuent au développement durable. Comme on le trouve dans le document de Vincent Deschamps, le détenteur des savoirs traditionnels, on l'appelle un homo economus, qui est défini comme un homme certain, c'est-à-dire un homme qui est complètement informé, infiniment sensible et parfaitement toutes les variations de son environnement, totalement rationnel, capable d'envisager toutes les alternatives ainsi que toutes les conséquences qui découlent de tous les choix possibles, de le classer en fonction d'une échelle de préférence fixe et choisir celle qui procure l'utilité maximum. Voilà. Aussi, au niveau du développement, on ne peut pas terminer sans montrer la relation savoir traditionnel et science. La science se développe sur base des savoirs traditionnels. Rien n'en est d'inéant. La science se développe à partir des savoirs traditionnels qui sont valorisés, améliorés et qui s'incarnent dans l'âme, car la science et sa conscience n'est que ruine de l'âme, comme l'a souligné François Rabelais. Avant le matériel, il y a l'immatériel qui devance et qui est transmis de génération en génération. De plus, certains de ces savoirs traditionnels ont aidé dans la conception des cours dans certaines universités, comme si vous voulez l'université du Burundi. Ici, je peux donner l'exemple du cours de savoir traditionnels africains conçu par
le professeur Liboire Kagabo. Voilà. Donc, le vrai scientifique doit savoir d'où il vient, où il est et sa destination. Au Burundi, nous avons des savoirs traditionnels qui peuvent contribuer au développement durable. Nous citons entre autres la fabrication des objets, les savoirs liés à l'environnement, ceux liés à l'organisation de la famille, etc. Ceux-ci sont le socle inévitable dans tout projet de développement et toute connaissance scientifique. Comme recommandation, donc je ne vais pas beaucoup vous retenir, la valorisation des savoirs traditionnels est une aubaine pour le développement durable dans le sens où tout se manifeste à travers la pratique et dans l'art. La connaissance des savoirs traditionnels comme valeur inaliénable qui oriente toute activité rationnelle est important pour tout décideur dans le cadre du développement durable.